Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. FedEx poursuit son développement européen depuis l'aéroport de Roissy. Le transporteur américain s'agrandit et investit 200 millions d'euros dans une extension avec à la clé la création de 200 à 400 emplois. Des immeubles de bureaux transformés en résidences étudiantes à Cergy. C'est le pari de l'agglomération qui vient de requalifier l'ancien immeuble Sogé 2000 pour répondre à la demande croissante de logements étudiants. Reportage en fin de journal. FedEx va agrandir sa plateforme de Roissy-Charles de Gaulle, un investissement de 200 millions d'euros. L'annonce a été faite en grande pompe mardi, en présence du président de la République, François Hollande. Avec cette extension, le transporteur express américain a annoncé la création de 200 à 400 emplois, des emplois locaux pour la plupart. Le reportage d'Angélique Boilet. C'est en présence du président de la République que FedEx a dévoilé ce mardi son projet d'agrandissement de son hub européen de Roissy-Charles de Gaulle, le plus grand en dehors des États-Unis. Un investissement d'envergure de 200 millions d'euros, salué par François Hollande. Pour nous, c'est une fierté que de pouvoir accueillir un tel investissement. Et grâce à cet investissement, il va y avoir d'autres investissements qui vont venir. Et c'est donc toute une stratégie au service de ce qu'on appelle le Grand Paris, de l'Île-de-France, toute une stratégie pour l'attractivité de la France qui ainsi est confirmée. Avec un nouveau bâtiment de 47 000 m² sur 2 niveaux, le transporteur express américain veut quasiment doubler sa capacité de triage pour atteindre 51 000 colis traités par heure. Objectif, répondre à l'essor du commerce en ligne. Et pour cela, FedEx, qui compte déjà 2500 salariés sur la plateforme, annonce la création de 200 à 400 emplois avec un recrutement local. Le recrutement est toujours local. Vous savez, FedEx est très ancré et cherche toujours à faire partager la richesse que nous créons là où nous nous implantons. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes basés sur le territoire de Roissy-Charles de Gaulle, sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et donc les emplois, les recrutements, nous les avons dans les communes autour de l'aéroport pour faire bénéficier justement de cette création d'emplois autour de l'aéroport. Présent depuis 1999 à Roissy-Charles de Gaulle, FedEx avait déjà réalisé un premier agrandissement en 2009. Avec ce nouvel élargissement, le géant américain de la messagerie s'est aussi engagé sur un nouveau bail de 30 ans auprès de Paris Aéroport, portant son investissement à 1,4 milliard d'euros. Objectif, pérenniser une implantation sur un site stratégique. Géographiquement, Paris est très bien placé. Deuxièmement, la région parisienne est la première région en termes de PIB en Europe. La troisième raison, c'est que c'est un aéroport qui est ouvert 24 sur 24, avec une météo qui est relativement bonne. Et puis surtout, l'atout de Charles de Gaulle, c'est 4 pistes, ce qui est assez unique en Europe. Londres est saturé, Francfort est saturé. Et puis aussi, le dernier argument, c'est la présence d'Air France. Les travaux de ce nouveau bâtiment doivent débuter courant 2017. Il devrait être opérationnel au printemps 2019, annonce FedEx. Un prix pour le conseil départemental du Val d'Oise. Le directeur général des services de la collectivité a emporté le prix du manager public de l'année, catégorie innovation participative, un prix organisé par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique. Il a été récompensé pour des méthodes innovantes mettant l'usager au centre de l'innovation. Je vous propose d'écouter les explications de Guy Kaufmann au micro de Florian Philippe. Le département du Val d'Oise a été récompensé pour son écosystème de l'innovation. Alors derrière ce nom barbare, qu'est-ce qui se cache ? Il se cache des expériences en matière de design de services. Par exemple, nous avons entièrement rebâti une maison départementale des personnes handicapées pour qu'elle ressemble à une véritable maison et pour que nous instruisions dans des meilleurs délais. Nous avons gagné une centaine de jours les dossiers des personnes handicapées. Derrière ce nom d'écosystème se cache aussi une école qui a pas mal de succès, qui en est à sa 3e promotion, une école pour les jeunes managers du Val d'Oise qui sont initiés au design, à la logistique, à de nouvelles approches en matière de ressources humaines. Nous étions les seuls reconnus parmi les collectivités territoriales et effectivement c'est une satisfaction pour nous et je pense pour toutes mes équipes qui sont également récompensées avec moi.
C'est l'un des projets phares de la requalification du grand centre de Cergy. L'immeuble Sauger 2000, situé derrière le théâtre 95, a été transformé en logement étudiant. Une transformation qui marque la volonté de l'agglomération de Cergy-Pontoise de réhabiliter son parc d'immeubles tertiaires désormais obsolètes. Les explications de Florian Philippe. Après plusieurs mois de travaux, il a trouvé une nouvelle jeunesse. L'immeuble Sauger 2000, qui abritait la caisse primaire d'assurance maladie à l'origine, a été transformé par le promoteur Imodev. Il abrite désormais 104 chambres étudiantes. Une bonne opération pour l'agglomération de Cergy-Pontoise, appelée à accueillir toujours plus d'étudiants. On règle aussi un problème de logement étudiant qui reste important, surtout avec les perspectives de développement de la communauté universitaire parisienne, qui vise de passer de 27 000 à 35 000 logements. Donc on est ici sur un immeuble qu'il fallait reconvertir au cœur de l'agglomération, au cœur du pôle universitaire, avec un produit de qualité. Donc c'est une bonne nouvelle pour Cergy-Pontoise et pour les étudiants qui viennent souvent de loin pour étudier à Cergy-Pontoise, ce qui est aussi une bonne chose. Les logements ont été livrés à la rentrée et sont majoritairement occupés par des élèves de l'ESSEC, l'ESTI ou le BI. Avec la reconversion d'un immeuble de bureau en logement, l'agglomération entame la requalification de son parc tertiaire vieillissant, un enjeu important. Ces immeubles doivent être reconvertis. Ils ne peuvent pas être démolis, il n'y a pas de modèle économique pour ça. Être rénovés en tertiaire, il n'y a pas de modèle économique et de prix de sortie pour ça. Donc des transformations avec des services, ça peut être un jour une résidence étudiante, un autre jour une résidence service, une troisième du logement, parce qu'on a besoin de davantage d'habitants dans le grand centre. Donc c'est ce que nous faisons. Et donc ça, c'est un beau modèle à la fois dans le procédé constructif, qui a été en plus extrêmement rapide, et puis dans la reconversion de cet immobilier historique, mais qui doit changer de destination. Les étudiants payent en moyenne 595 € hors allocation logement pour des chambres de 18 à 30 mètres carrés. Un autre projet de reconversion en habitation étudiante pourrait voir le jour prochainement dans le grand centre, celui de la Tour EDF. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. FedEx poursuit son développement européen depuis l'aéroport de Roissy. Le transporteur américain s'agrandit et investit 200 millions d'euros dans une extension avec à la clé la création de 200 à 400 emplois. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site venews.fr. À demain. La ville de Nîmes est surtout connue pour son château du XVIIIe siècle. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les anciennes écuries du domaine abritent des collections originales, celles du musée départemental des sapeurs-pompiers du Val d'Oise. Dans un vaste hall de 1200 m², des camions, des uniformes, des jouets, tout un univers consacré à l'histoire des soldats du feu. Alors, le musée des sapeurs-pompiers du Val d'Oise, c'est une histoire qui a 40 ans, qui est née de quelques passionnés qui ont voulu garder une trace un peu de cette passion et qui ont imaginé ce musée à partir du matériel qui était tout simplement mis à la réforme et dont le service se séparait malencontreusement, voilà, parce qu'il faut bien remplacer le matériel dans le temps. Et donc ces passionnés ont tenu à rassembler ces pièces au fur et à mesure du temps. Et donc le musée est né environ une quarantaine d'années jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un véritable musée présentable au public. Des premières voitures à bras du XVIIIe siècle aux camions des années 60, en passant par des reconstitutions d'anciens postes de secours, c'est plus d'un siècle d'évolution des moyens d'intervention qui est présenté. Les célèbres camions rouges et leurs fameuses échelles y occupent une part importante, mais le musée possède aussi quelques objets originaux, comme cette petite voiture verte. Créée dans les années 30, elle appartenait à la famille Rothschild. À l'origine véhicule de chasse, elle sera offerte aux pompiers de Montmagny. Si cette voiture est verte, ce n'est pas par hasard. Il faut savoir que les premiers véhicules d'incendie sont traditionnellement peints en vert avant qu'ils deviennent rouges. Pour plusieurs raisons, ils vont devenir rouges. La première, c'est qu'ils sont beaucoup plus visibles dans la rue, dans la ville. Donc pour des raisons de sécurité et pour des raisons de rapidité de secours, ils vont devenir rouges. Une autre explication, c'est aussi l'influence des matériels anglo-saxons, anglais et américains, qui fabriquaient énormément de matériel et qui, eux, traditionnellement, étaient rouges depuis le début de leur histoire. Donc petit à petit, le rouge va s'imposer et va prendre la place du vert. Autre curiosité du musée, cette réplique de camion de pompiers à échelle réduite, destinée à des enfants.
Et il était complètement fonctionnel puisqu'il avait un vrai moteur de Solex qui permettait de rouler, une vraie citerne incendie et une vraie pompe à l'intérieur, à tel point que le fabricant, quand il l'a livré au magasin, l'a livré avec une boîte d'allumettes et un bidon d'essence, comme ça l'enfant pouvait allumer le feu et l'éteindre en même temps. À côté des véhicules, le musée propose une importante collection de casques et d'uniformes, ainsi qu'une collection de jouets. Plus de 800 y sont exposés, des jeux, des jouets, des figurines et bien sûr des modèles réduits. Parmi notre collection de jouets, nous avons aussi tout un ensemble d'Inky Toys qui sont arrivés par des dons, donc qui sont parmi les stars, on va dire, des jouets collectionnés par les amateurs de jouets pompiers. Donc on a tout un ensemble ici assez bien représenté. Le musée est ouvert l'après-midi du mercredi au dimanche de 13h30 à 17h30 pour les visites individuelles et toute l'année pour les groupes sur rendez-vous. La boîte est encore vide, mais elle va se remplir de légumes. Nous sommes à Aizenville, dans l'un des 2 jardins de l'association Pleine de Vie. 35 hectares de cultures biologiques où poussent une 50aine de légumes différents. Pour les faire pousser, 24 salariés, tous en réinsertion professionnelle. Pleine de Vie, donc c'est une association et un chantier d'insertion. On a vraiment tout type de profils qui viennent taper à la porte de Pleine de Vie. On les réinsère via le maraîchage biologique et les espaces verts. On forme les salariés à ces activités, ce secteur d'activité. On les accompagne aussi dans leurs projets professionnels. Parce que l'idée, c'est pas seulement qu'ils viennent travailler, après c'est d'avoir un suivi. Parce que ce sont des contrats entre 6 mois et 2 ans maximum. Mais suite à cela, il faut qu'ils trouvent quelque chose après. C'est une sorte de tremplin Pleine de Vie pour beaucoup. Trouver un travail, redonner du sens à sa vie, reprendre confiance en soi, les raisons qui poussent à franchir les portes de Pleine de Vie sont nombreuses. Pour devenir salarié du chantier d'insertion, 2 conditions, bénéficier du RSA ou être âgé de moins de 26 ans en contrat aidé et habiter dans le Val d'Oise. Les contrats sont de 22 heures par semaine pour une durée maximale de 2 ans. Pour arriver à Pleine de Vie, c'est simple, il faut déposer un CV, une lettre de motivation et il faut passer par l'admission locale et voilà, rien de plus. On nous apprend à être très assidus. On est en retard d'une minute, on ne nous accepte pas du tout. Pour trouver un métier fixe, c'est très important. L'assiduité, être poli avec les autres, apprendre à travailler en équipe, ouais, c'est très important. J'étais au RSA et j'étais sans activité depuis quelques années quand même. J'ai fait des petits boulots, mais bon, voilà, ça passe. C'était très peu. J'ai besoin de faire quelque chose qui me plaît, quoi, qui me passionne, et être entouré aussi des personnes, c'est bien aussi, quoi. Parce que rester au RSA, bon, ok, ça va un temps, mais bon, ça n'a pas toujours satisfaction. Les légumes bio produits sont livrés à un réseau de plus de 200 adhérents. Moyennant une cotisation annuelle, ces consommateurs bénéficient de 45 paniers de légumes répartis sur l'année. Nos adhérents, on souhaite qu'ils soient un peu sensibilisés par la vocation, par l'objet de Pleine de Vie. Et on veut davantage des consommateurs, donc des personnes qui sont conscients que c'est des personnes en insertion qui sont en difficulté. Et qui ne soient pas très exigeants. On ne parle pas de clients, quoi. Vraiment, il y a toute une démarche comment on dit, militante derrière ça. L'adhésion à Pleine de Vie coûte entre 400 et un peu plus de 600 € par an, suivant le panier de légumes choisi. Un investissement pour manger bio, tout en étant solidaire.